Monsieur le Président, cher Jean Lamberty, chers amis, c'est naturellement un honneur et un véritable plaisir pour moi d'être à vos côtés pour fêter le 90e anniversaire de la demeure historique. 90 ans, naturellement, ce n'est pas rien. Mon ami l'écrivain italien Alberto Moravia, l'auteur du Mépris, m'avait dit un jour que les âges d'une femme étaient comme les saisons. Je crois que nous pouvons considérer que pour la demeure historique, 90 ans, c'est à peine le début du printemps. Dans ces deux mots de demeure historique, nous trouvons deux notions essentielles, la maison et l'histoire. La maison, c'est l'abri de l'homme, de sa famille, c'est un havre, et en même temps, la maison est toujours un miroir. L'histoire, c'est le miroir de l'humanité, l'autre pente de la poésie. Maison et histoire sont liées. L'histoire de France, nous disait Michelet, commence quand le pays parle le français. Cette langue permet de porter un projet politique, une civilisation, un art de vivre et de penser. Certains bâtiments, certains lieux sont devenus très très vite emblématiques et symboliques de cette existence. Je pense naturellement à Reims, la cathédrale, et à Saint-Denis. Au Royaume-Uni, l'abbaye de Westminster est à la fois Reims, Saint-Denis et le Panthéon, c'est-à-dire en même temps le sacre et la République. Saint-Denis, dans les premiers actes qui sont relevés par l'historien Marc Bloch, Saint-Denis s'appelait Saint-Denis en France. L'usage conjuguait ainsi les deux noms de Saint-Denis et de la France. Ces deux lieux témoignent ainsi en profondeur de la vie de notre pays, dans son intimité, dans ses croyances et dans son existence politique. Michelet disait aussi que la Bastille, le Panthéon et le Champ de Mars témoignaient de la France moderne, de la France révolutionnaire. Il y joignait la colonne Vendôme et l'arc de l'Étoile qui ont été élevés par l'Empire et notait que le Panthéon et le Champ de Mars avaient été préparés d'une certaine façon par la monarchie pour la Révolution qui n'avait créé aucun monument, rien qu'une place, celle de la Bastille, où fut élevé un étrange éléphant de plâtre, devenu aux côtés de Gavroche l'un des personnages des Misérables. Célébrer la demeure historique, c'est donc pour moi célébrer tous ceux qui, hier et aujourd'hui, ont enraciné leur vie et celle de tous nos concitoyens dans la pierre et dans le paysage. Il semble souvent de bon ton de critiquer les références au passé. Je crois qu'il ne faut pas s'en formaliser, c'est un phénomène cyclique. Ce que nous savons pourtant aujourd'hui, c'est que la tentation de la tabula rasa, de la table rase, ce souci de tout oublier pour faire du neuf sur de nouvelles bases, peut récéler de forces de destruction pour notre avenir. Il me semble d'ailleurs que ce rapport pour le moins incertain, parfois fragile, des Français avec la mémoire est l'une des sources de la névrose qui nous paralyse depuis 30 ans. Nous sommes confrontés à un refus de mémoire assez systématique. Il faudrait d'ailleurs nuancer. Plus exactement, nous devons faire face à une mémoire politique extrêmement sélective et souvent focalisée sur nos responsabilités dans certaines tragédies de l'histoire. Je rappelle que l'histoire, elle est toujours passionnante et elle est toujours tragique. Donc, on se focalise sur certaines tragédies et cette focalisation de la mémoire vise souvent à nous culpabiliser pour des fautes anciennes. Je voudrais dire que ça relève pour moi à la fois du délire anachronique et du déni de soi, malheureusement ancré dans nos habitudes, après
un siècle de passion anti-bourgeoise, comme l'avait écrit l'historien de la Révolution, François Furet. Albert Camus avait en son temps magnifiquement répondu à ces critiques par une phrase qui me semble magistrale. Albert Camus disait « Il est bon qu'une nation soit assez forte de tradition et d'honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs, mais elle ne doit jamais oublier les raisons qu'elle peut avoir de s'estimer elle-même. Si nos difficultés avec la mémoire jouent un rôle dans la névrose nationale qui ronge le pays, c'est parce que la mémoire est une des conditions de l'identité. Si nous oublions d'où nous venons, nous aurons du mal à savoir qui nous sommes. Douter de son identité profonde est naturellement un handicap majeur dès qu'il s'agit de penser à l'action et dès qu'il s'agit de construire l'avenir. Je suis persuadé que dans ce cadre névrotique, le patrimoine peut avoir un rôle thaumaturge. Les grands bâtiments de notre patrimoine possèdent en effet un rayonnement qui leur est propre. Rayonnement identitaire, rayonnement historique, rayonnement spirituel, rayonnement familial et rayonnement prophétique. Car le passé nous parle toujours des 1001 façons d'épuiser l'avenir. Les monuments de notre patrimoine ne parlent pas qu'à leurs propriétaires, mais aussi à tous ceux qui les aiment et qui les connaissent. Ils sont pour tous un sujet de fierté et de méditation. Ces lieux témoignent, pour aujourd'hui et pour demain, du génie de l'homme quand il chasse dans les hautes sphères de l'intelligence et de la création. Ce patrimoine qui surgit de l'abîme des siècles témoigne aussi, et c'est très important, de la constance des hommes dans leurs errances. Nous sommes tous des errants. Les hommes errent dans leur vie, dans leur foi, dans leurs amours, dans leurs ambitions, dans leur misère, et je dirais aussi dans leur liberté. Pèlerins de la vie humaine, nous avons besoin de points fixes. Les points fixes sont notre repos, ils sont notre inspiration, ils sont aussi l'appel à un nouveau départ. Nous avons tous en charge ces biens communs que nous recevons à chaque génération en compte voirie universelle. Ces lieux de mémoire, d'histoire, ces lieux d'appel aussi ne sont pas inertes. Ils nous invitent, et quand je vous écoutais ce matin, c'est ça aussi que j'entendais dans les premiers témoignages, ces lieux nous invitent à dépasser l'ordinaire de nos ambitions. Je vous le dis, mais en fait, tout cela, naturellement, vous le savez tous mieux que moi, et vous le prouvez dans votre vie quotidienne. Je vais faire une petite confidence, je suis un amateur de boxe et un boxeur amateur. J'ai beaucoup d'admiration pour les boxeurs, parce que je trouve qu'ils mobilisent, ce sport mobilise des qualités absolument extraordinaires qui sont le courage, l'endurance, la modestie et la lucidité. Et il y a 2 ans, j'avais dit au micro de France Inter que ces qualités-là, courage, endurance, modestie, lucidité, c'était en fait les qualités dont nous, Français, nous aurions tous besoin aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que dans le combat que vous menez tous, propriétaires ou gestionnaires ou responsables à divers titres de monuments de notre patrimoine, vous témoignez et vous faites preuve de ces qualités et même d'autres pour être capables de survivre et de transmettre. Et j'ai beaucoup apprécié, quelqu'un disait, il ne s'agit pas uniquement de recevoir, si nous acceptons la transmission, c'est pour la continuer. Et je tiens à vous dire, très sincèrement, à la fois ma reconnaissance personnelle et ma gratitude pour ces combats que vous menez sur le ring du patrimoine.
Bien évidemment, il est essentiel d'intégrer le paysage dans cette notion de patrimoine. Monuments et maisons sont liés de différentes façons au paysage. Le paysage, il est l'écrin, le paysage, il fournit les matériaux, le paysage, c'est aussi la géographie, c'est l'autre versant de notre histoire, toujours. L'homme, au début de l'homme, cherche un lieu pour enterrer ses morts. C'est le paysage et la géographie qui nous fournit les premières sépultures de l'histoire de l'humanité. Ces premières sépultures, c'est une vallée, c'est un flanc de coteau, c'est une grotte. Ensuite, l'homme va sculpter et modeler ces parois humides qui seront son tombeau. Les paysages de la planète, qui n'avaient pratiquement pas changé depuis que l'homme est l'homme, c'est-à-dire depuis qu'il enterre ses morts, sont en métamorphose permanente depuis la révolution industrielle. La globalisation et maintenant la transition énergétique accélèrent plus que jamais ces transformations. Certaines de ces métamorphoses n'affectent pas seulement un ou plusieurs sites, mais elles peuvent affecter les paysages d'un continent tout entier. La mer et l'océan peuvent être touchés. Je pense naturellement à cette épidémie, l'éoliénite aiguë, qui frappe aujourd'hui tous nos paysages. Certains se demandent... Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Certains se demandent si nos paysages ne sont pas sacrifiés sur l'autel de la transition énergétique. Je crois qu'il faut se poser cette question avec prudence, parce que je crois que les paysages ont aussi toujours été menacés par l'homme pour le meilleur et pour le pire. Le XIXe siècle a connu l'industrialisation et les paysages en ont souffert. Pierre Loti, un écrivain qui mérite d'être lu et médité encore aujourd'hui, qui est un grand écrivain, il est mort en 1923. Istanbul, il va beaucoup. Je retourne en deux cas. Pierre Loti a été un militant de la planète et des paysages. C'était une sorte de pèlerin du monde, un pèlerin du monde qui voyait plus loin que son époque. Il a écrit sa crainte pour toutes les villes, petites et grandes, qu'il décrivait par un souffle empesté de la houille qui venait d'Occident et par le flot des touristes. Ces cités pillées par la grande pieuvre, appelée civilisation d'Occident, et transformées en dépotoir par les nouveaux conquérants. La deuxième partie du XXe siècle a transformé nos villes et les abords de nos villes en zones d'une laideur systématique. Et Jacques Lang, ancien ministre de la Culture, a bien raison de se battre pour réhabiliter ces zones qui sont des zones de transition entre la ville et la campagne et qui devraient être au contraire privilégiées comme sites d'accès à la ville. L'accès à un site, vous le savez tous, l'accès à un beau site est toujours une préfiguration de ce qui vient et à ce titre devrait être l'objet de soins très particuliers. Chaque époque apporte donc son lot de menaces. Le nôtre, je pense, notre époque est soumise aux menaces des lobbies qui avancent sans toujours montrer leur paysage. Cela veut dire que notre vigilance doit s'adapter et surtout elle doit rester globale. Laisser s'installer des éoliennes de façon massive à proximité d'un site protégé, sous le prétexte que le site lui-même n'est pas menacé, est à mon avis une erreur. Je suis champenois de nation, comme disait l'inventeur de l'histoire à la française, Dom Mabillon. On se souvient de Dom Mabillon à cause d'une station de métro, mais c'était un érudit extraordinaire qui a rayonné, qui a vraiment inventé une façon d'écrire l'histoire en France au XVIIe siècle. Et en tant que champenois de nation, je suis absolument abasourdi et désolé de découvrir un champ d'éoliennes énorme
dans la plaine qui s'étale sous la côte des Blancs, une des côtes les plus réputées de Champagne, au moment même où la Champagne postule pour faire inscrire ces sites sur la liste du patrimoine UNESCO, et je suis encore plus désolé d'apprendre que le préfet est un des militants de l'implantation de ces éoliennes. Donc je crois que c'est vraiment une vision globale que nous devons garder pour nous préserver des excès et que nous devons combattre avec ruse et patience pour apporter une réponse globale. Il faudra aussi peut-être que la crise économique nous aide à réfléchir, puisqu'elle nous oblige à de nouvelles contraintes. Comment transformer une mauvaise chose en une bonne, une fois passée la tentation de faire du cash en vendant des bijoux de famille? Il apparaît que nos compatriotes, confrontés à la réalité d'une crise qui nous affecte absolument tous, restent plus que jamais conscients de préserver la nécessité de ce trésor patrimonial que nous avons reçu du passé en cadeau. Jean Lamberty, dans son dernier éditorial de la demeure historique, avait mis en avant la façon dont la forêt et la mer avaient été prises en charge progressivement par le ministère de l'Agriculture. Je crois que ça vaut le coup de s'attarder quelques instants sur cet exemple assez significatif de la mer, puisqu'il révèle aussi le peu de cas que nous, Français, pouvons faire de nos atouts et de nos qualités. La mer, c'est ce que nous avons, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils sont allongés sur le sable, à la plage, avait l'habitude de dire Éric Tabarly, pour évoquer l'ignorance des Français sur ce sujet. La France, pourtant, c'est une nation maritime de première importance, avec la mer joue un rôle éminent dans notre vie, dans notre défense, dans nos loisirs, dans notre économie et dans notre environnement. Je crois que, face à la crise, il va falloir imaginer des solutions nouvelles, et que la prise en charge politique et administrative du domaine maritime nous a permis de mieux considérer les ressources et de cesser de traiter la mer en parent pauvre. Sans doute y a-t-il quelque chose à chercher dans cette direction en ce qui concerne le patrimoine. Le patrimoine, il est en effet, pour moi, un facteur très important d'unité et de cohésion. Monuments et maisons sont des points fixes dans une constellation mondiale de plus en plus mouvante. J'ai parlé tout à l'heure de la dépression nerveuse qui dure depuis 30 ans et qui nous affecte. Pour récapituler, je pense que nous sommes affectés de plusieurs plaies récurrentes. La première, je l'ai évoquée, c'est la crise d'identité. Nous ne savons plus très bien ce que cela signifie être français. La deuxième, c'est la culpabilisation permanente. Les Français paraissent culpabilisés d'avoir été une grande nation, ils se sont mis à détester la grandeur et ils se prosternent devant l'égalitarisme qui nous tire tous vers le bas. Nous sommes naturellement traumatisés par 3 défaites cinglantes et particulièrement par l'étrange défaite de 1940. Mais cela a engendré chez les Français cette haine de soi dont je parlais tout à l'heure, qui est durable et paralysante. Enfin, quatrième facteur, peut-être aggravant, c'est que nos élites ont été aussi les premières victimes de ce mépris égalitariste, mais elles en ont aussi été des vecteurs actifs et que ça provoque parfois, chez nos dirigeants, des crises d'asthénie grave et une certaine incapacité à prendre des décisions, je parle pour tout ce qui concerne le domaine de l'État, le domaine public, incapacité à prendre des décisions, phénomène peut être renforcé par un modèle de cursus qui les propulse souvent vers des décisions, vers des prises de décision éminentes, sans qu'il n'ait jamais eu de rapport avec le terrain. Je crois que tout cela nous empêche de voir nos qualités et nos atouts. La France est un grand pays,
Elle reste une puissance économique d'importance, même si nous sommes en panne. Elle demeure une puissance politique dont la parole est toujours, quoi qu'on en pense, attendue. Elle est riche d'une histoire, d'une culture, et elle s'intègre dans un ensemble de pays qui ont les mêmes atouts que nous, que les nôtres, qui est l'Europe. L'Europe, c'est la plus belle invention des Européens, et l'Europe, c'est aussi notre plus grande défaite. Elle brille aujourd'hui par son incapacité à exister. La crise ukrainienne a été, à mon sens, un révélateur assez cruel de la corruption de la pensée qui nous mine. Par notre obstination à nous fabriquer un ennemi, la Russie, sur notre sol européen, sur notre continent, notre désinvolture face à l'histoire et à la simple vérité, notre façon de jeter de l'huile sur le feu tout en nous parant d'une bonne conscience démocratique a montré que a démontré notre puissance d'intervention. Notre incapacité à penser de façon autonome le futur proche de notre continent et notre soumission assez naïve au ce qu'on pourrait appeler le Kriegspiel américain. Les bâtisseurs de l'Europe, ils avaient forcé le cours des choses en créant un espace pacifié, des institutions communes, un marché et une monnaie unique. Je crois que le temps est venu de passer à une nouvelle étape. La nouvelle étape, c'est l'essentiel. Qui sommes-nous? Pourquoi l'Europe est notre maison? Quel rôle allons-nous lui donner et au nom de quoi? Or, l'Europe a décidé que les Européens devaient oublier leur trésor d'histoire et d'aventure et leur socle judéo-chrétien. A-t-on jamais vu un asthénique profond guérir après une cure d'amnésie? Dans le passé d'une illusion, François Furet écrit que les Allemands et les Russes, deux grands peuples européens, étaient incapables, à cause des crimes qu'ils avaient commis, de donner un sens à leur XXe siècle. En fait, c'est tout le continent de l'humanisme qui a été contaminé par les crimes de ces deux grandes nations. Je suis un patriote français et donc je suis un patriote européen. Pas de survie pour la France sans Europe, pas d'Europe sans puissance, pas de puissance sans volonté commune et sans identité. Le patrimoine, naturellement, il témoigne de nos capacités et de notre identité commune, que l'on soit citoyen de Berlin, de Paris, de Strasbourg, de Rome ou de Stockholm. En France, la peinture, le cinéma, l'architecture, la littérature, cette forme assez particulière de notre intelligence, ont été pour nous, dans notre histoire, plus que des divertissements, la nécessité de tout un peuple. C'est ce qui nous a donné une vocation universelle. Une double alliance, le cœur et la raison, les mots et les choses, ont fait vivre une littérature digne du plus grand amour, comme l'écrit Milan Kundera. Cette capacité à être aimé, qui est la nôtre, elle doit être mise au service d'une volonté de mouvement, d'une ambition morale et politique qui fasse exister notre pays à l'intérieur des métamorphoses du monde, l'Europe, la Méditerranée, et face à ces métamorphoses, les puissances émergentes ou émergentes. Nous sommes d'autant plus à même de comprendre les métamorphoses du monde d'aujourd'hui que notre pays s'est bâti lui-même par un jeu de modification permanente et par une action absolument constante et créatrice des marges et des marches sur le centre de notre paysage politique et spirituel et sur notre culture. Il n'y a qu'une seule chose mortelle pour les nations, écrivait Paul Claudel. Une seule chose mortelle d'où naît la corruption. C'est la stagnation, c'est la complaisance au bien-être, c'est la satisfaction dans le médiocre, c'est la séparation d'avec les pauvres et les faibles, c'est le renoncement au devoir,
c'est l'hésitation devant le sacrifice. La culture, la littérature, l'histoire, le patrimoine sont nos outils les plus naturels pour nous arracher à cette maladie mortelle et faire exister notre influence, l'étendre et la fortifier. S'il existe une politique française, c'est de ne pas accepter la réalité d'un moment. C'est de vouloir toujours tenter de peser un peu sur le cours des choses. C'est de tenter de réduire le malheur du monde, d'apporter une vision, une fraternité, une mesure, une clarté, pour fixer les règles sans cesse à réécrire dans les relations entre les peuples. Notre politique, elle est nourrie, notre histoire politique, je devrais dire, elle est nourrie d'une tradition, d'une pensée, d'une culture, d'une langue, d'un patrimoine, c'est-à-dire d'une certaine capacité à rêver. Et quand je vous écoutais ce matin les témoignages, il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est passion. La passion est inséparable du rêve. Et je pensais à cette phrase de Chamfort que j'avais citée un jour à Jean de Lamberty, cette phrase de Chamfort qui disait « Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu ». Donc, je crois que nous avons ces capacités. Et j'oserais vous dire à tous, et je sais que vous le faites, quand vous êtes face aux épreuves qui sont celles de la faire vivre, votre patrimoine ou de le transmettre, rêvons un peu. J'ose le dire, ce rêvons un peu, parce que votre présence ici même, sous le drapeau de la demeure historique, vos réflexions, tout ce que j'ai entendu ce matin, vos interrogations, vos doutes et surtout vos objectifs, les objectifs que vous vous assignez personnellement, prouvent que vous êtes tous dans la vie gens décidés à ne pas subir. Je vous remercie.